Allez, dernier cas d'usage avec Sylvain Seda, qui est agronome et chargé de projet géomatique à l'IRAM. IRAM Développement, qui est un bureau d'études. Avec lui, on va changer de territoire, justement. On parlait de caractérisation de territoire. On quitte la France et on va s'intéresser à un cas d'étude au Congo. Je rappelle que IRAM Développement fournit des prestations de services dans le domaine de la coopération internationale. Et donc, vous nous présentez un cas d'étude au Congo en vous concentrant sur la démarche que vous avez adoptée. Quelques mots sur le contexte? Oui. Donc je passe la diapo sur l'IRAM. Peut-être juste un mot quand même. On est un bureau d'études associatif d'une quarantaine de salariés. Et on couvre des domaines principalement liés à la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires, donc systèmes de production, systèmes d'élevage, systèmes pastoraux, et aussi dans la construction des politiques publiques des pays du Sud, avec une forte dominance d'intervention sur l'Afrique de l'Ouest, comme vous le voyez. Donc je vais j'ai choisi en fait de vous présenter un cas d'étude et puis une... Pareil, pardon, juste en regardant votre écran, Ouais. comme ça vous parlez dans le micro. Ouais. Donc effectivement, je vous emmène dans des contrées un peu plus exotiques, donc en l'occurrence le Congo RDC. Et je ferai aussi une petite ouverture sur les Comores en fin de présentation pour montrer un autre aspect des données. Donc le premier, c'est vraiment pour montrer une étude et de se positionner en bureau d'études, donc en utilisateur de données publiques, open data, dans la caractérisation de certains territoires, en l'occurrence celui que je vais vous présenter. Et en fin de présentation, j'ouvrirai avec des réflexions en cours sur un accompagnement de ministère de l'Agriculture aux Comores sur l'élaboration d'outils cartographiques et toutes les logiques de partage, diffusion de données. Donc l'espèce de l'autre côté de la barrière, de se dire on peut être utilisateur des données d'un côté, mais on peut être aussi accompagner les producteurs de données pour favoriser la diffusion et faciliter l'exploitation. Donc le cas d'usage, il s'oriente sur un plan provincial d'aménagement territorial. Alors que ça se situe au Congo RDC, un grand territoire de l'Afrique centrale. Et le territoire en question, donc c'est une province de la RDC qui est la Mongala, qui est quand même une province qui fait 58 000 km², qui est essentiellement une province forestière. Donc problématique forêt, et puis vous voyez qu'on est traversé par le fleuve Congo. Donc effectivement, le cadre de l'intervention, il est assez large. Vous imaginez bien, dans un plan d'aménagement territorial, on s'intéresse à beaucoup de thématiques au sein de la province. Moi, je vais faire un focus sur deux d'entre elles, qui sont la forêt et l'agriculture, pour montrer un petit peu le cas d'usage et l'utilisation d'images satellites. Il y avait un autre aspect qui était sur l'aspect infrastructure d'appui au développement économique, et puis tous les services sociaux de base. Donc, on pense à santé, éducation, eau potable. Donc, de quelles données on a besoin pour traiter ces enjeux à l'échelle d'un territoire. Donc, à l'échelle de la Mongala, en fait, on est confronté à une quasi-absence de données de terrain exploitables. Alors, il existe des données, il y a souvent des enquêtes socio-économiques qui sont exploitables par ceux qui les ont produites souvent. Et quand on sort de ce cadre-là, on a des difficultés, notamment pour un plan provincial, on doit intégrer un petit peu les problématiques à l'échelle du territoire. On a une contrainte par rapport aux visites de terrain qui sont aussi très compliquées là-bas, puisque les zones sont faiblement accessibles. En dehors peut-être du centre urbain de la province, on n'a pas accès vraiment au milieu rural. Problème de pistes, de vases, d'accès à moto seulement, donc des heures et des heures de logistique pour peu de temps sur place. Et puis dans ce cadre-là, en fait, la commande initiale, donc nous on a travaillé l'IRAM sur un projet financé par la coopération belge au Congo pour appuyer ce plan provincial d'aménagement. La commande initiale, elle est rarement en fait formulée pour dédier du temps à l'accès à ces données, voire à la production de données, ou du moins au développement de méthodologies innovantes basées sur télédétection ou autre. Souvent, ceux qui formulent les commandes, les cahiers des charges, bon, ça passe pas dans leur viseur. Donc en fait, c'est principalement un travail exploratoire que je vous présente, donc qui est plutôt on va dire, du bricolage entre guillemets avec les moyens du bord, pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'échelle d'un petit bureau comme le nôtre sur une prestation contrainte dans le temps, de savoir qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui, qui était probablement pas possible de faire hier. Donc, grosso modo, comment on alimente ce diagnostic territorial autour de ces priorités stratégiques du territoire. Donc, le point de départ, il est assez exploratoire, de se dire de quelles données on dispose sur cette grande province forestière,
des données de suivi de la forêt, notamment de la déforestation. Donc là, vous avez un aperçu d'écran de Global Forest Watch, qui est l'observatoire en gros des forêts à l'échelle internationale, et qui est déjà une source de données très intéressante, hein, avec des données qui sont référencées, cataloguées, qui ont des métadonnées, qui permettent d'aller voir les jeux de données. Donc c'était un bon point d'entrée, hein, qui a permis de voir aussi l'étendue de la déforestation sur cette province, qui atteindrait 1 million d'hectares en une vingtaine d'années. Donc voilà, des premiers éléments sur la forêt. Donc l'idée, ça a été d'aller creuser ensuite les jeux de données qui servent à alimenter Global Forest Watch. Donc très intéressant d'aller voir qui a travaillé sur ces jeux de données-là, en particulier sur ces territoires. Et un autre aspect, c'est de se dire, en fait, ces données, c'est très bien, mais c'est avant tout une expertise thématique, puisque, vous l'avez vu, forêt, c'est un des enjeux, mais il y a l'aspect agricole, où on a aussi très très peu de données, et comprendre les systèmes agraires de ces géographies-là, de ces territoires-là, c'est aussi pouvoir faire parler les données satellites, puisque les données satellites open data sont souvent à grande échelle, donc finalement les agrosystèmes très spécifiques qu'on peut retrouver dans ces territoires-là, typiquement la défriche brûlis, sont probablement assez mal caractérisés dans ces grands jeux de données-là. Donc, il y a la nécessité d'avoir une expertise thématique avant tout, de faire du travail de terrain. On a aussi fait des diagnostics agraires en parallèle sur des petites zones, mais pour avoir une vision globale de la dynamique sur le territoire, on avait besoin du recours à la télédétection, enfin en tout cas aux images satellites. Donc, si je continue un petit peu la phase d'exploration hein, de Global Forest Watch, bon, il y a d'autres référentiels hein, qu'on a explorés, notamment des données de la FAO, de Land Carbon Lab. Il y a aussi une plateforme assez intéressante, Digital Earth Africa, qui fait du traitement de données Sentinel, Landsat à grande échelle pour sortir des variables intéressantes pour l'agriculture, l'environnement, la forêt. Bien sûr, des outils plus classiques d'observation, on va dire visuelle du territoire, Google Earth, OpenStreetMap, Bing Maps. Ça nous a servi aussi à traiter les autres composantes du projet de territoire, hein, autour des infrastructures de base, caractériser le bâti, l'extension des milieux urbains, le réseau routier, l'accessibilité. Donc tout ça, on a pu le caractériser principalement par photo-interprétation et réunion avec des spécialistes des territoires pour on va dire, faire des analyses à dire d'acteurs. Donc, de ces plateformes de data, on va dire, satellites, donc on a approfondi pour aller vers les jeux de données eux-mêmes. Alors là, gros point d'exclamation en disant, attention, effectivement, c'est une partie assez chronophage de se dire, bon, c'est très bien, Global Forest Watch nous fait voir des belles cartes. Quand on creuse après ce qu'il y a derrière, comprendre la typologie des jeux de données, comment on allait pouvoir les exploiter dans un certain contexte. Tout ça, ça prend énormément de temps et donc c'est chronophage et il faut, dans le cadre d'une étude comme la nôtre, il faut s'en méfier aussi pour pouvoir être sûr d'arriver à des livrables, en tout cas on y a attendu là-dessus. En tout état de cause, on s'est dirigé en fait vers, pour cet exemple-là, vers des données des produits du laboratoire GLAD dans l'université du Maryland, donc à Washington, hein, qui travaille sur des données Landsat de la NASA depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, et qui a fait récemment, 2020-2022, des études de dynamique, on va dire, d'occupation du sol et du milieu forestier assez intéressantes et qui collaient assez bien à notre problématique. On aurait pu se diriger vers de l'européen, hein, du Copernicus, et puis des produits sur lesquels travaille JRC, hein, Joint Research Center. On ne l'a pas fait par manque de temps, clairement, parce qu'on aurait pu le faire, et puis par le fait que finalement des données à résolution de 10 mètres sur un territoire comme le Congo ou la Mongala, ça nécessite des temps de traitement supérieurs et une précision supplémentaire, mais dont on n'avait pas forcément besoin pour tracer un petit peu des tendances sur le territoire. Et aussi, JRC a été beaucoup moins loin que le laboratoire GLAD dans l'aspect pluridisciplinaire de leur jeu de données, l'intégration des hauteurs de forêt. Enfin, je vais aborder ces espaces-là. Donc, on s'est plutôt dirigé vers ce jeu de données-là. Donc, un produit, on pourrait aller sur leur site internet parce qu'il est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de publications qui agrémentent, on va dire, les jeux de données, qui permettent de rentrer vraiment dans la méthodologie de recherche, dans les classes choisies, et puis dans l'intégration de différents produits. Et en fait, donc, dans ce jeu de données-là, il y a non seulement de l'occupation du sol, il y a une dynamique temporelle entre, donc je crois que c'était par
des séries temporelles tous les 5 ans. Et puis, il y avait donc l'intégration aussi de données de hauteur de canopée, et notamment grâce au programme JEDI de la Station spatiale internationale, qui apportait des informations en plus pour caractériser les forêts. Donc pour les jeux de données, je viens de vous l'expliquer. Pour les outils, alors une phase exploratoire assez importante, rendue possible par l'outil qui lui n'est pas libre, Google Earth Engine. Alors aujourd'hui, le catalogue Google Earth Engine, c'est un nombre incalculable de données ouvertes qui permet de faire des traitements assez rapides directement en bénéficiant de la capacité de calcul de Google, donc de faire des croisements de données, des premières analyses, des calculs d'indicateurs à la volée, donc en mode streaming, donc sans avoir à télécharger les jeux de données, avec un minimum de coût d'entrée pour on va dire le langage de programmation de l'interface, mais qui est finalement assez accessible, en tout cas à quelqu'un comme moi. Et donc un gros gain de temps pour la phase exploratoire de jeu de données, de savoir est-ce que le jeu de données que je cible, en ayant lu la bibliographie, va être suffisamment parlant, on va dire, pour ma problématique. Puis ensuite, le passage à des outils plus classiques, QGIS ou Orsero Toolbox, pour des traitements, on va dire, de finalisation d'analyse et de rendu. Donc voilà, le passage Google QGIS se fait par un téléchargement de données à un moment donné, effectivement, mais de données déjà pré-traitées, de la zone unique d'intérêt, donc finalement pas très lourd en termes de process. Donc en termes de traitement, finalement, on a joué, entre guillemets, avec les données GLAD pour faire principalement des reclassifications à partir d'une analyse finalement des classes initiales et de définition de certaines nouvelles classes, notamment une classe qu'on a appelée complexe agricole, qui finalement était une manière de caractériser la dynamique de défriche-brûlis dans ces territoires-là, de se dire, voilà, ce n'est pas seulement les parcelles agricoles détectées en tant que telles par le produit GLAD, donc basé sur Landsat, qui était finalement assez sous-estimé, puisqu'on s'imagine bien que dans des forêts équatoriales sous un régime de défriche-brûlis, caractériser une parcelle agricole, c'est très compliqué. Donc on a essayé plutôt de revenir à une caractérisation de complexe agricole, donc d'alternance finalement, d'une rotation entre la forêt, des coupes, des friches-brûlis, la culture annuelle, et puis un cycle qui se reproduit à une échelle plus ou moins importante selon les zones, et à définir des classes en fonction aussi de critères spatiaux, de se dire que voilà, la parcelle agricole, étant donné le faible accès de ces zones-là, de se dire que des zones agricoles, le front agricole, on va dire, ne peut pas être plus éloigné qu'une dizaine de kilomètres. Donc, on a pris un critère à 3 km pour caractériser ces complexes agricoles. Donc là, vous avez un exemple de classe pris pour caractériser le complexe agricole. Et l'objectif, ça a été finalement de reclasser les pixels initiaux du jeu de données vers ces classes voulues. Donc ça donne ça en résultat. Vous avez en orange foncé le complexe agricole en l'an 2000 et en orange clair l'extension du complexe agricole entre 2000 et 2020. Et puis après, on a caractérisé aussi d'autres aspects sur la forêt pour essayer d'estimer finalement la vraie déforestation, dans le sens où quelles étaient les surfaces qui faisaient plutôt l'objet d'une exploitation forestière artisanale pour la coupe de bois domestique ou plus industrielle, puisqu'il y a beaucoup de concessions forestières dans ces zones-là, de différencier du front agricole qui a beaucoup progressé en 20 ans, pour le comparer avec les statistiques de Global Forest Watch qui parle d'1 million d'hectares déforestés en 20 ans. Et la petite anecdote, c'est qu'on se rend compte en creusant que la moitié finalement de cette déforestation affichée, on va dire, par Global Forest Watch est assimilable dans notre cas à un complexe agricole, forestier, donc cette alternance de défriche-brûlis. Donc c'est tout ça pour montrer l'intérêt de creuser finalement ces jeux de données-là avec une certaine expertise de terrain et puis de la vérification par des visites de terrain, mais très, très succinctes. Ça peut être des rencontres avec certains acteurs qui connaissent bien leur territoire pour un petit peu faire parler les données selon un autre contexte. Et puis comprendre qu'est-ce qui se cache derrière déforestation, qui est un terme un peu générique, là aussi, ça peut recouvrir des réalités différentes. Exactement. Et notamment le terme déforestation, déjà, il n'a pas le même sens dans les études, dans les publications du laboratoire GLAD que le sens FAO, on va dire la succession
d'un espace forestier avec après une coupe rase, ou si on a une friche ou un espace agricole. Enfin, disons que les classes, la comptabilité de la déforestation n'est pas du tout la même d'une organisation internationale à une autre et d'un jeu de données à un autre. Donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on prend comme définition et dans quel contexte on les utilise. Vous évoquiez tout à l'heure que l'idée, c'était non seulement de produire ce type de résultats, mais aussi de permettre le transfert de compétences à des acteurs locaux. C'est donc quelque chose que vous avez pu réussir en local, de toute cette chaîne de traitement que vous venez de nous expliquer, la transférer à des acteurs locaux pour qu'ils puissent se les approprier. Alors, exactement, ça c'est un des soucis. Sur ce projet-là, on l'a principalement fait sur l'autre partie qui est le recensement des axes de communication, des infrastructures de base. On n'a pas eu l'occasion de le faire dans ce projet-là pour la télédétection et cette analyse-là. On aimerait le proposer dans une phase suivante du projet. Mais en tout cas, on a tenté de le faire sur le reste, à base notamment de relevés de terrain, d'intégration de toute la chaîne de remontée d'informations et de consolidation au sein des acteurs du territoire pour améliorer la connaissance qu'ils ont de leur territoire en matière de données, quoi. Mais en tout cas, je vais en revenir parce qu'on a un exemple un peu plus intéressant sur les Comores, justement. Mais en termes de bilan sur cette étude assez exploratoire, donc effectivement, des jeux de données, des jeux d'open data satellites assez intéressants, notamment le Landsat et Copernicus. Une phase d'exploration facilitée par des outils aujourd'hui, Google en l'occurrence. Il y en a d'autres, il y a Microsoft qui vient de lancer son Planetary Computer. Il y a Copernicus qui essaie de rattraper la course à l'échelle européenne avec son Data Space Ecosystem que j'ai pas eu encore l'occasion d'approfondir, mais qui est assez prometteur. Mais on va dire que voilà, Google a toujours une longueur d'avance et permet d'accéder aussi à un large catalogue de données d'open data. Aujourd'hui, je crois que c'est 90 pétaoctets, donc ça fait 90 000 téras de données accessibles en un clic. On va dire mobiliser des séries Sentinel-2 sur Google Earth Engine, ça prend une ligne de code en classant la série temporelle, le pourcentage de nuages, pareil sur Landsat. Donc, en accès aux données vraiment éclair, la puissance de calcul derrière, une certaine gratuité dans certains cas d'utilisation. Voilà, on espère qu'en Europe, on essaie de rattraper le temps perdu avec... parce qu'aujourd'hui, Sentinel, ça sert surtout à alimenter Google Earth, Google Earth Engine. Donc, ça serait bien d'avoir un équivalent en termes d'exploitation de données, on va dire cloud computing, et puis d'exploration, comme j'ai pu le faire à mon niveau à l'échelle de l'IRAM. QGIS, bien sûr, voilà, c'est un petit peu le logiciel open source par excellence qu'on utilise dans le cadre des cartographies, qu'on peut aussi amener à transférer avec les acteurs avec lesquels on travaille à travers des formations. On a de plus en plus de répondants sur ces outils-là qui permet d'avancer sur ces questions de traitement de la donnée. Peut-être vraiment une phrase de bilan. Effectivement, donc des outils pour rendre la donnée plus accessible et faciliter l'exploitation. Je viens d'en faire la démonstration. Donc c'est une vraie opportunité pour les thématiciens comme nous sommes à l'IRAM. Donc aujourd'hui, moi je suis le seul ayant un petit peu bifurqué dans l'équipe pour aller me saisir de ces outils-là, conscient des opportunités et de l'importance que ça peut avoir dans nos activités. Donc j'ai plusieurs collègues qui sont de plus en plus intéressés pour monter en compétence sur ces aspects-là. Le fait d'avoir ces outils nous permet de le proposer, on va dire, sans se tirer une balle dans le pied sur des commandes qui ne sont pas forcément calibrées pour. En l'occurrence, on a passé un peu plus de temps que prévu sur cette exploration, sur les données, sur le Congo. Mais on va dire que les résultats ils sont assez satisfaisants pour reproduire l'expérience sur d'autres cas d'études. Forcément, si la commande initiale prévoit des ressources et des compétences associées pour faire de la télédétection, c'est mieux. Et on en a des exemples. Mais il y a, on va dire, 90% des exemples aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des projets de territoire où la question des données est complètement éludée des cahiers des charges. Donc, soit on arrive à bricoler en interne, soit on arrive à faire des propositions en amont pour dégager des ressources pour ça. Mais en tout cas, ça enrichit énormément les travaux, surtout dans des géographies. J'ai pris un cas assez extrême où on n'avait quasiment pas de données, mais c'est le cas dans bon nombre de nos interventions. Et peut-être juste un petit point de vigilance quand même sur le temps d'appropriation des données, la rigueur sur la méthode, de se dire aller chercher un jeu de données sur Google Earth, ça peut prendre 1 minute. Par contre, le comprendre, savoir comment l'analyser, ça peut prendre des jours.
d'aller lire les publications, de comprendre la classification, la méthodologie sur des publications scientifiques qui ne sont pas forcément lisibles par tout un chacun. Ça prend du temps, et si on ne le fait pas, on peut avoir des biais d'interprétation derrière et finalement vouloir montrer quelque chose qui est complètement biaisé. En quelques minutes, l'exemple des Comores, du coup, pour conclure. Voilà, et vraiment en quelques minutes. Donc, d'un tout autre point de vue, aux Comores, donc on accompagne un projet d'appui aux filières vanille, ylang-ylang, girofle. Je vous ai mis une belle image du mont Karthala sur Grande Comore en arrière-plan. Et donc la question, c'est toujours le manque de données. Sauf que là, étant donné l'ancrage du projet au sein du ministère de l'Agriculture, on a l'opportunité de proposer des outils, des méthodes pour non seulement accompagner ce projet-là, mais plus largement faire avancer les services du ministère de l'Agriculture dans la connaissance des territoires, des zones agricoles, notamment autour de ces filières d'exportation qui sont assez importantes pour l'économie du pays. Donc en fait, on a réalisé un diagnostic. Alors tout ça, c'est récent. Hein. J'étais aux Comores en février et l'accompagnement, il va durer 2 ans. Donc ça va permettre de faire un certain nombre de choses en partenariat avec des acteurs locaux pour un transfert de compétences et la construction d'outils, on va dire, pragmatiques. Parce que quand on va aux Comores, qu'on fait un diagnostic, on se rend compte qu'il va falloir faire des propositions assez pragmatiques parce que l'existant, il y a des jeux de données existants, mais vous imaginez bien qu'ils sont répartis sur des disques durs chez les uns et chez les autres. Il y a énormément de besoins, puisqu'il y a très peu de compétences sur les aspects cartographiques et encore moins sur les aspects télédétection. Il y a les gros soucis matériels en termes non seulement d'équipement informatique, mais aussi de stabilité du réseau électrique, notamment pour alimenter des serveurs, par exemple, ou encore de l'Internet. L'Internet a beaucoup progressé dans les dernières années, mais il y a encore quelques années, avoir une connexion Internet, ça relevait un petit peu du miracle. Alors pouvoir gérer des mégas ou des gigas de données, ça paraissait complètement impossible. Donc dans cet esprit-là, l'idée c'est de se poser des questions assez pragmatiques en fonction de cet état des lieux, avec quels outils travailler, quelles méthodes déployer pour essayer d'avancer. Hein. On est très loin d'un IGN à la comorienne, on imagine bien, mais à l'échelle des ministères, des services techniques des ministères qui ont des petits services cartographiques, comment les amener à ne serait-ce qu'archiver leurs données, la rendre accessible, la caractériser avec des métadonnées pour la rendre utilisable par tout un tas d'interventions qui vont porter sur l'agriculture, sur l'aménagement du territoire, sur les risques et catastrophes. On est sur un milieu insulaire qui est fortement impacté par les changements climatiques. Il y a beaucoup de financements internationaux qui vont vers la lutte contre le changement climatique. On est dans une zone cyclonique. Donc il y a des enjeux d'analyse de territoire qui sont très très importants et de connaissance du territoire. Donc on a peu de référentiels. Il y a un référentiel d'orthophoto en 2017, il n'y a rien depuis. Et le référentiel orthophoto qui fait 100 gigas, il est sur un disque dur à la direction de la sécurité civile. Et en gros, personne ne l'exploite puisqu'il n'est pas accessible de par le fait qu'il fait 100 gigas et qu'il est en local. Donc comment on peut aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, fluidifier un peu cet échange d'informations, pousser des jeunes universitaires à se lancer dans des travaux, des thèses, des masters, pour travailler sur ces données-là, pour consolider la donnée de terrain qui manque sur les espaces agricoles. Donc j'ai mis tout un tas d'outils qui sont en réflexion, hein, de se dire, compte tenu des infrastructures comoriennes, aujourd'hui, il y a effectivement administrer un serveur cartographique, par exemple GeoServer et autres, c'est très difficile. Et toutes les initiatives qui ont été initiées ces dernières années, elles ont échoué. Donc le serveur cartographique, il fonctionne les 3-4 années durant le projet qui l'a financé, et après tout s'arrête, puisque personne, en tout cas le ministère ne prend pas le relais ne serait-ce que de l'abonnement. Donc il y a des choses intéressantes autour des clouds Optimize GeoTIFF, des géoparquets, qui sont des nouveaux formats en fait, de données spatialisées qui sont dits serverless, c'est-à-dire que on peut accéder à ces données en streaming du moment à ce qui sont déposés sur des serveurs qui gèrent les protocoles S3 là, qu'avait développé Amazon, mais qui aujourd'hui est largement répandu. Donc le stockage, ça c'est peu cher. On peut stocker sur n'importe quel serveur en dehors même des Comores. Donc aujourd'hui, par exemple, l'orthophoto sur les 3 îles, le fait de l'avoir transformé en COG et de la déposer sur un serveur OVH ou même Amazon, ça permet d'en disposer et de faire des analyses sous QGIS en streaming sans avoir à télécharger les 100 gigas. Donc on est sur des propositions aussi pragmatiques que l'exemple que je viens de donner,
et de savoir quelle est la pérennité des outils qu'on est amené à proposer et pour quelles utilisations. Et j'imagine dans le respect de la souveraineté aussi des Comores autant que faire se peut, mais ça peut se poser quelques questions quand on recourt à des outils puissants tels que ceux que vous citiez, type Amazon ou autre. Voilà, il y a une anecdote par rapport à ça, où je finirai là-dessus, c'est que jusqu'au plus haut niveau des ministères, en fait, il y a un préjugé qui est d'avoir l'information en local sur son serveur aux Comores. On est sûr que la donnée est là, elle est sécurisée, etc. Mais en fin de compte, c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, un serveur qui n'est pas maintenu, pas sécurisé aux Comores, donc qui est accessible depuis Internet, sinon il n'a pas aucun intérêt, il est bien moins sécurisé. La donnée, on peut bien plus la perdre, surtout avec les coupures Internet, le fait qu'il n'y a pas de maintenance sur les disques durs et autres. Donc en gros, les serveurs qui ont été financés dans le cadre de projets aux Comores, j'en connais pas qui fonctionnent aujourd'hui, sauf ceux des projets d'il y a 1 ou 2 ans. Mais aujourd'hui, ils ne marchent pas. Donc aujourd'hui, ils commencent de plus en plus à se diriger vers des solutions cloud qui posent des questions de sécurité des données, mais on est sur des référentiels, hein. On n'est pas sur des données. Oui, je ne vais pas parler d'enquête agricole avec des données individuelles, mais on va dire rien que sur des référentiels orthophoto, satellites, il y a la question d'OpenStreetMap aussi. On pourrait en parler longuement, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup à faire et c'est très intéressant. Donc, oui, c'est intéressant de se projeter dans des situations qui sont peut-être éloignées des nôtres pour comprendre que nos critères ne sont pas forcément applicables tels quels dans des situations telles que celle-ci. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation et cette approche un peu exotique, du coup, qui nous a permis de voyager avec vous. Ce que je vous propose, c'est une question ultra courte pour Sylvain, comme ça on laisse un peu de temps à la conclusion. Merci Sylvain pour ta présentation. Je voudrais que tu nous dises en quelques mots les compétences, comment ça s'est passé en interne, parce que j'imagine que c'était des compétences qui n'existaient pas au sein de l'IRAM pour pouvoir faire cette étude. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous donner YouTube est ton meilleur ami ou... Alors, j'aurais dû me présenter un peu plus en introduction, effectivement. Donc les compétences, elles sont devant vous. Donc, sur la quarantaine de collaborateurs de l'IRAM, donc moi j'ai fait le choix il y a quelques années de monter en compétence sur ces aspects géomatiques. Donc j'ai suivi le master SILAT à Montpellier. À une certaine époque, Bruno m'aurait dit « mais fais agrotique, fais agrotique ». Bon, j'ai choisi de travailler sur la gestion de l'eau pendant 15 ans. Et je ne regrette pas du tout, puisque je travaille toujours sur la question de l'eau, avec un regard un peu plus outils, méthodes innovantes aujourd'hui. Mais aussi, je travaille maintenant plus largement sur les thématiques d'intervention de l'IRAM, notamment l'agriculture, le pastoralisme et la gestion de l'eau. Et donc, en fait, aujourd'hui, je suis tout seul, mais je pense que si j'avais été tout seul il y a ne serait-ce que 5 à 10 ans, je n'aurais pas pu faire ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec la facilité des outils et puis la centralisation des données, les puissances de calcul, le cloud computing. En fait, tout ce que j'ai pu montrer pendant la présentation, ça offre des opportunités très intéressantes pour des thématiciens comme moi. Alors moi, j'ai fait le choix de monter un petit peu en compétences, mais il y a des choses que des collègues commencent à faire dans ces interventions-là qui ne nécessitent pas forcément de passer 1 an à se former à ces outils-là ou d'être... Donc avec de la motivation, un peu de temps et surtout un petit peu de prise de risque sur certaines études, on peut agrémenter, on va dire, ces outils classiques avec des outils de télédétection, de SIG, en mobilisant des jeux de données très accessibles aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvain, encore une fois, on peut le remercier par vos applaudissements.